Bonsoir tout le monde. Voilà, comme on a d'habitude un quart d'heure lyonnais qui est en train de se transformer en vingtaine lyonnaise, on va démarrer tout doucement et on aura le quorum au fur et à mesure de la présentation de RTE. Je vous remercie d'être venu jusqu'à Fleurieux-sur-Saône ce soir et je vous propose comme habituellement de laisser un petit mot d'introduction à la ville accueillante et à monsieur le maire Gérard Berrucaz pour nous présenter sa commune, ce qu'il a envie de nous dire. Monsieur le maire. Merci à tous. Merci Éric Pérez d'être avec nous. Christine Lamy, la directrice, bien sûr. Tous les vice-présidents qui sont ici. Messieurs les maires, j'en ai vu un que je connais. Peut-être qu'il y en a d'autres que je ne connais pas. Mesdames, messieurs les élus, mesdames, messieurs les collaborateurs. Alors, nous sommes très contents de vous accueillir à Fleurieux. Pourquoi parce qu'on travaille depuis longtemps avec vous et puis que ça vous permet de connaître notre petit village. On dit souvent Fleurieux, c'est un peu baba au rhum, hein, c'est-à-dire qu'on essaye de faire conserver à ce village, et c'est difficile, son aspect. On essaye d'avoir des terrains qui ne soient pas trop petits et que les gens ne soient pas les uns sur les autres. On essaye aussi que la vie soit agréable, qu'il y ait des manifestations, que les associations fonctionnent le mieux possible. C'est ce qui permet aux gens de se connaître et de garder dans un village une bonne ambiance. Donc les 1600 habitants de Fleurieux, pour l'instant, dans l'ensemble, ils semblent assez heureux, puisque dans les conseils municipaux, on ne voit jamais personne. Donc quand on ne voit personne, c'est qu'il n'y a pas de problème. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de problème, mais c'est que ça va pas mal. On est à l'écoute. Donc on vous reçoit dans cette salle de Fleurieux qui a une trentaine d'années, qui a été entièrement restaurée, isolée, refait les plafonds, les murs, isolée par l'extérieur, changé les chaudières. Donc c'est mon adjoint Michel Giraud qui s'occupe de tout ça, qui travaille avec vous déjà depuis pas mal d'années au CIGERLI. Nous avons fait avec le CIGERLI dans l'année qui vient de précéder, on avait pris une décision, c'est-à-dire qu'on parlait d'extinction et il y a deux personnes du conseil qui n'avaient absolument pas envie d'extinction, en disant moi j'ai peur. Et j'ai peur la nuit, et c'est vrai qu'un soir on est sorti de la mairie, c'était nuit noire, et on a vu quand c'était éteint qu'effectivement il faut prendre une lampe de poche parce qu'on peut tomber dans les trous. Une nuit noire ça existe encore. Même dans notre village. Donc on a trouvé une autre solution avec Benjamin Lassalle qui nous a beaucoup aidé et qui a été de tout transformer en LED. Donc on a transformé, Michel, je crois que c'est 300 candélabres 320, un peu plus de 320. 320 candélabres qui ont été installés en 30 watts, si je ne me trompe pas, de base. Oui, dans les petites rues. Oui. Voilà, et avec une descente aux environs de 4 ou 5 watts au cœur de nuit. Ça fonctionne très bien. On en attend beaucoup d'économies parce que quand on a fait le projet il y a 2 ans, ça se payait tout seul sur 15 ans. C'est-à-dire qu'on ne gagnait pas, mais on gagnait en énergie. Et on gagnait en énergie au niveau de la planète, on va dire, mais au niveau de la commune, ça ne changeait rien. Par contre, l'électricité a augmenté. L'électricité ayant augmenté, on devrait même aujourd'hui arriver à faire du bénéfice. Et puis, donc, on a été beaucoup aidé par le CIGERLI pour ça. On est aidé aussi, on est en train de faire un agrandissement d'école avec des maternelles. Donc, on a demandé une étude et qui va sortir, qui va nous permettre pratiquement d'économiser l'installation 50% d'énergie, donc avec pompe à chaleur, etc. Voilà, donc le CIGERLI est le bienvenu à Fleurieux. Je suis désolé pour ceux qui habitent un peu loin parce que c'est compliqué. Traverser Lyon à cette heure-là, si on vient du sud, moi je sais quand on me dit qu'il faut aller à Vernaison, j'avoue que j'aime pas, quoi. J'y vais quand même, mais j'aime pas. Voilà. Écoutez, je vous laisse démarrer votre réunion. Je ne vais pas pouvoir rester avec vous parce que ça devait se passer au mois de juin et j'avais bloqué ma soirée. Et puis ça a été décalé, donc j'ai dit à Michel, il n'y a pas de problème, on prend. On avait des réunions qu'on a décalées pour vous recevoir. Et voilà, je vais vous dire en 2 mots, on vous aime bien. Merci. Merci beaucoup, monsieur le maire. Et en tant que petit-fils de Neuvillois, je suis très content de venir jusqu'à Fleurieux. Ça me rappelle mon enfance et les dimanches à Neuville. Au plaisir. Au plaisir. Et du coup, on enchaîne avec la présentation des scénarios énergétiques RTE, comme on l'avait fait pour l'ADEME et comme on l'avait fait pour Négawatt. Rappel de notre choix de vous présenter ces scénarios-là et de pouvoir faire de l'acculturation pour celles et ceux qui en ont besoin, c'est-à-dire tout un chacun, parce qu'il y a fort à matière sur RTE sur les différents travaux. Il y a plusieurs centaines de pages de travaux, si je ne dis pas de bêtises. 992 me souffle Vincent Bria de RTE qui est là
pour présenter ça ce soir. Et n'hésitez pas à poser des questions à la fin de la présentation. Vincent, je vous laisse la parole. Merci Eric, bonjour à tous. Mon premier mot va être un mot d'excuse. Normalement, François Chaumont, le délégué régional RTE, aurait dû être là et présent avec vous pour vous présenter le rapport. Nous avons été retenus dans une réunion à la métropole de Lyon. Voilà. Et donc, en l'occurrence, j'assurerai donc aujourd'hui la présentation. Donc pour commencer, j'ai fait peut-être 2 petits mots rapides sur RTE quand même, pour rappeler 2 choses de base. Donc sur le slide d'après, c'est le positionnement du système électrique. Sur le système électrique, RTE a voilà, 2 fonctions principales. Une qui est la gestion de l'infrastructure et la transmission de l'électricité. Ça, c'est la même que pour les distributeurs sur leur périmètre. Et on a une seconde fonction, une seconde mission, qui est la gestion de l'équilibre entre l'offre et la demande d'électricité, et d'assurer qu'à chaque instant, la consommation et la production électrique est équilibrée à chaque seconde en France. Et donc cette mission a été particulièrement importante, notamment cet hiver, comme vous avez pu le voir. Je reviendrai avec quelques chiffres ensuite sur l'hiver. Sur ce slide-là, vous voyez peut-être 2 choses aussi qui sont pas forcément très connues. On a un certain nombre de clients directs, qui sont des clients électro-intensifs. On en a environ 500 en France, qui sont raccordés directement chez nous, en plus des distributeurs, voilà, que vous connaissez nécessairement, et également la partie entreprise ferroviaire que nous alimentons directement, en plus du lien entre la production, la consommation, les imports et les exports sur le système électrique européen. Sur la région Auvergne-Rhône-Alpes, slide d'après, donc nous sommes environ 9500 en France, 1200 sur la région Auvergne-Rhône-Alpes, avec une concentration à Lyon sur la partie études, ingénierie, exploitation, et puis nos équipes de maintenance qui sont réparties sur l'ensemble du territoire pour agir au plus près des installations. Et sur le slide d'après, je voulais donc vous parler des différentes missions de RTE, et notamment la mission d'éclaireur du débat public, qui est le rôle qu'on porte au travers des scénarios futurs énergétiques 2050. C'est une mission réglementaire de l'entreprise qui se fait habituellement sur des horizons plus courts, et en 2019, il nous a été demandé de travailler pour éclairer cet horizon 2050, qui est l'horizon de la stratégie nationale bas carbone, pour pouvoir définir des scénarios faisables, techniquement, de gestion du système électrique à cet horizon-là. Et ensuite, notre rôle, ça va être, une fois que ces scénarios seront appropriés par le politique, qui aura une vision qui aura été mise en œuvre, qui aura été définie, de la réaliser en tant qu'opérateur industriel, donc assurer que le réseau est en capacité d'évoluer pour assurer cette transition énergétique, et de proposer des solutions qui viennent minimiser l'impact de ce développement. Voilà, sur le réseau de transport, sur sa visibilité, donc c'est notamment ce qu'on peut faire au travers des mises en souterrain, et puis pour l'ensemble du système électrique. Voilà. Un dernier slide peut-être pour vous donner nos grands enjeux sur la région Auvergne-Rhône-Alpes sur cette année. Le premier enjeu pour nous, ça a été le portage d'EcoWatt, dont le CIGERLI et un certain nombre de collectivités ici sont signataires. Je serais ravi d'échanger avec vous à l'issue de cette séance également, si vous le souhaitez, pour envisager votre participation au dispositif. Et puis, on a 2 grands projets d'ingénierie dans la Maurienne, et actuellement, nos sujets sont autour des enjeux de décarbonation industrielle qui s'accélèrent fortement au travers des différents plans de relance, plan France 2030, des investissements européens, le Green Deal industriel prochainement, et du raccordement des énergies renouvelables, au sens où RTE coordonne au niveau régional le S3RENR, schéma régional de raccordement des énergies renouvelables au réseau, qu'on réalise avec les distributeurs pour pouvoir permettre l'insertion des énergies renouvelables sur le réseau électrique. J'avais prévu 5 minutes pour vous parler du bilan électrique 2022. Vu que l'heure tourne, je vois Eric, je vais le faire quand même très rapidement. 3 grands facteurs externes. Une crise gazière en premier, on perd de l'ordre d'un quart de l'approvisionnement gaz en Europe.
et une crise française sur l'hydraulique, alors européenne notamment sur l'hydraulique, et française particulièrement sur la disponibilité des réacteurs nucléaires. Et ces trois facteurs font que la France a eu un risque plus important que les autres pays européens et puis que les autres années sur la gestion du système électrique. Et donc ces facteurs-là, il a fallu les compenser d'une manière ou d'une autre, de manière à assurer, comme je vous disais, l'équilibre entre l'offre et la demande électrique. Et donc pour ça, il y a eu deux facteurs importants qui ont eu lieu, à savoir la solidarité européenne. Nous avons pu bénéficier d'imports importants d'autres pays européens pour pouvoir assurer la consommation électrique en France. Cette année, en l'occurrence en 2022, la production a été inférieure à la consommation et donc on a été structurellement plutôt importateur de consommation. Et le deuxième élément, qui est sur le slide suivant, c'est la baisse de la consommation électrique, qui a été liée à différents effets, mais notamment à des effets de sobriété alors c'est sur le slide suivant, voilà, pardon. Voilà, avec une baisse qui a pu atteindre jusqu'à 9% sur la période hivernale. Et cet effet-là a eu un impact important pour la sécurisation du système électrique. Donc, on va passer même directement... alors, c'est un petit peu plus loin. Donc, le slide d'après, c'est sur l'augmentation de la production d'énergie renouvelable, donc plus 5 gigawatts au niveau français. Donc, malgré ça, il y a eu quand même un effort important pour développer les énergies renouvelables. En aura, il y a le chiffre après, je passe très rapidement dessus. Le point sur lequel je voulais venir, c'est le point suivant, pour dire que voilà, on a permis, au travers des différentes actions, notamment sur les imports européens et sur la baisse de la consommation et son décalage, d'éviter des alertes éco-watts. On a rejoué le passé en se demandant ce qui serait passé si ces éléments n'avaient pas eu lieu. On aurait eu, dans les différents scénarios, 2 dans un scénario normal sans baisse de consommation et jusqu'à 12 signaux éco-watts rouges. Donc autrement dit, c'est bien cette mobilisation qui a permis ensemble d'assurer la sécurité d'alimentation sur l'hiver. Donc voilà les éléments sur la partie hiver et je vais passer maintenant à la partie futur énergétique et je répondrai à vos questions sur ces deux éléments-là après. Donc, je vous ai dit que la partie prospective était une mission réglementaire de RTE. Je vous ai dit que pour la réaliser, alors je ne vous ai pas dit, mais pour la réaliser, on a réalisé une concertation avec l'ensemble des parties prenantes. Cette concertation entre le démarrage, le cadrage et la sortie des scénarios, il s'est passé au final plus de 2 ans. On a mis plus de 4000 pages de rapports de concertation, c'est-à-dire 4 fois plus que le rapport en lui-même. Et pour le réaliser, on a pu avoir un nombre de réunions importantes avec un ensemble de parties prenantes. Ça veut dire voilà, des groupes de travail spécifiques qui nous permettent de trouver les meilleures hypothèses. Autrement dit, ce n'est pas un scénario qui est uniquement porté par RTE, c'est un scénario qui, encore une fois, des scénarios qui visent à recueillir un consensus sur les hypothèses. Et quand il n'y a pas consensus, on a généralement pris des hypothèses qui étaient plutôt conservatives, de manière à ne pas favoriser certaines technologies. Voilà. Donc ça, c'est sur le dispositif de concertation. Le point d'après vise à dire que ces scénarios, ils ont ici un champ des possibles qui est extrêmement large. Et sur l'évaluation de ce champ des possibles que vous voyez ici, il y a un certain nombre de choses qui sont quand même importantes en termes d'approche méthodologique. C'est que notamment, on se situe déjà dans une modélisation de scénarios avec un impact du changement climatique qui est mesurable sur la production des différentes, notamment sur la production et sur la consommation, notamment sur la production des énergies renouvelables, mais pas que. En fait, toutes les filières sont impactées par les évolutions du changement climatique. La consommation également, un petit peu moins de chauffage, un petit peu plus de climatisation pour pouvoir le réaliser. Et puis, une vision qui est aussi transverse dans le sens où on ne considère pas que la France réalise ce scénario de transition énergétique seule, elle le fait en parallèle de l'ensemble des pays européens, et donc c'est bien l'équilibre de l'ensemble du système électrique européen que l'on a pu étudier pour réaliser ces scénarios.
Le slide d'après, juste pour dire les choses de manière simple, quand on évalue les choses, ce qu'on a évalué derrière, c'était en premier, notre évaluation assure la sécurité d'alimentation. C'est le fondement de nos scénarios, c'est-à-dire que dans tous les cas, on assure qu'on a bien l'équilibre entre l'offre et la demande d'électricité sur l'ensemble des scénarios. Et puis, à partir de ça, on vient réaliser un certain nombre d'évaluations techniques et puis économiques essentiellement pour assurer derrière la comparaison des différents scénarios. Donc, on a derrière des résultats en termes de volume d'investissement en production, en réseau, en termes de flexibilité selon les différents scénarios, et puis en termes de coût complet du système électrique selon ces scénarios et de besoins d'investissement. Et puis des évaluations ensuite environnementales, des impacts, en termes de consommation des matières, en termes bien sûr d'émissions de CO2, puisque c'est l'objectif principal qui est recherché au travers de ces scénarios-là, mais aussi en termes d'utilisation des surfaces, en termes d'utilisation de matières, en termes d'artificialisation des sols. Donc c'est pour vous représenter ce contexte-là. Et donc, une fois que ce contexte est posé, je vais enfin pouvoir parler du scénario en lui-même et de l'objectif de ce scénario. Ce qu'on cherche à évaluer en fait dans les scénarios, c'est au-delà de la partie électrique strictement, c'est bien une transformation de l'ensemble du système électrique, du système énergétique français qui est en jeu, avec comme cadre la stratégie nationale bas carbone, dont l'objectif est la neutralité carbone à horizon 2050. Alors la neutralité carbone, ça veut dire qu'à cet horizon-là, l'ensemble des émissions de gaz à effet de serre restantes, résiduelles, doit être compensé par des puits de carbone. Autrement dit, on n'est pas tout à fait à zéro, mais on a une baisse de l'ordre de 80%, même plus, des émissions de carbone. Pour ce faire, il faut éliminer l'ensemble des énergies fossiles que l'on retrouve actuellement au sein de la consommation énergétique française. Vous voyez qu'actuellement, sur les 1600 TWh d'énergie qui sont consommés, 60% sont de la consommation d'énergie fossile. L'électricité, si elle est omniprésente, en fait, ne représente actuellement qu'une part mesurée de cette consommation. À l'horizon 2050, pour pouvoir assurer les objectifs de neutralité carbone, assurer l'atteinte de ces objectifs-là, ça nécessite d'enlever finalement ces 1000 TWh d'énergie fossile. Et pour ce faire, l'enjeu, c'est à la fois de réduire les consommations et d'assurer une transition vers des vecteurs qui sont bas carbone. Et donc, réduire la consommation, l'objectif, c'est de réaliser de l'efficacité énergétique et de la sobriété à hauteur de 40% au sein de la stratégie nationale bas carbone, et puis d'augmenter la part de l'électricité, qui, à cet horizon-là, représente 55% de la consommation d'énergie à cet horizon. Voilà. Et donc, le premier défi, voilà, c'est de pouvoir assurer cette transition. Et pour assurer cette transition, du point de vue du système électrique, l'augmentation qui était à réaliser sur la taille globale du système électrique, c'est plus 35%. C'est la résultante, en fait, des deux. Et donc, ça nécessite de développer le parc de production électrique de cet ordre de grandeur pour pouvoir réaliser la demande. Mais pour ce faire, il y a un deuxième défi en parallèle qui est d'assurer la transition entre le mix actuel et le mix à horizon 2050. Le mix actuel repose en grande partie sur le parc nucléaire de seconde génération qui a été construit dans les années 80 à un rythme très élevé. Et ce parc, à horizon 2050-2060, sera fermé. Et donc, la question qui se pose, c'est par quoi ce parc va-t-il être remplacé? Et également, comment est-ce qu'on gère la transition entre ces différents horizons de temps? Et ça pose une question derrière, la point d'interrogation que vous voyez ici, sur la vitesse de diminution du parc électrique actuel pour assurer cette transition. Donc ça, c'est les deux grands enjeux. Je vais vous parler maintenant donc, de manière un petit peu plus voilà, descriptive des différents éléments qu'on peut voir au sein du scénario. Et donc, le premier élément, c'est assurer la transition entre maintenant et 2050 en termes de consommation. Je vous ai dit, on va augmenter la consommation de l'ordre de 35%. Mais cette augmentation de consommation, en fait, elle vient cacher un certain nombre de choses.
Notamment, vous voyez ici sur le résidentiel et sur le tertiaire que la consommation elle est relativement stable à cet horizon-là. Et pour autant, ça traduit des effets assez majeurs sur la gestion de ces parcs de résidentiels et de tertiaires. À savoir que pour pouvoir assurer le passage à l'électricité notamment du chauffage dans le résidentiel et dans le tertiaire, tout en maintenant une consommation qui, elle, soit relativement stabilisée. Il y a un effort important qui est à réaliser en termes d'évolution sur la rénovation thermique. Et donc l'enjeu, c'est d'assurer un doublement de la vitesse de rénovation thermique, du nombre de parcs de logements qui sont rénovés par an à cet horizon-là, et d'augmenter également la qualité des rénovations thermiques qui sont réalisées. Donc augmenter le parc électrique de 35%, en fait, ça cache des effets qui sont majeurs sur la gestion de la demande, de manière à pouvoir affecter les augmentations de consommation à des secteurs sur lesquels ces enjeux d'efficacité sont plus difficiles à atteindre. Alors notamment sur l'industrie. On a de même le même type de transformation avec un parc industriel dont la consommation électrique représente à peu près 40% des intrants maintenant, et l'objectif à horizon 2050, c'est de passer de 40 à 70%. Je vous l'ai dit, sur le vecteur résidentiel et tertiaire, on est à peu près sur le même ordre de grandeur en termes de transformation. Et puis après, il y a d'autres secteurs, notamment le secteur des transports, sur lequel actuellement la consommation des transports est quand même très majoritairement carbonée, à l'exception du rail. Et donc, permettre le développement du vecteur électrique dans les transports, permettre l'électrification des transports. On a une augmentation de la part de la consommation électrique, mais si on regarde en parallèle quelle est la consommation de produits pétroliers qui est substituée, on a un effet d'efficacité qui est important. Pour dire les choses plus simplement, une voiture électrique, c'est un rendement qui est de l'ordre de 95%, qui est très élevé, là où un moteur thermique a un rendement qui est de l'ordre de 40%. Donc quand vous passez d'un véhicule thermique à un véhicule électrique, vous avez dans ce changement de véhicule une diminution de la consommation en énergie primaire du système. Voilà. Donc c'est la raison pour laquelle on a un certain nombre de secteurs sur lesquels la demande électrique est en elle-même amenée à croître. L'autre secteur sur lequel on a une croissance qui est importante, c'est le vecteur de l'hydrogène, pour lequel actuellement l'hydrogène est essentiellement produit par vaporéformage de méthane, donc du gaz naturel en intrant dont on sépare les molécules pour pouvoir réaliser d'un côté du CO2 et de l'autre de l'hydrogène. Pouvoir le réaliser à partir d'électrolyse de l'eau, assurer la transition du parc actuel d'électrolyseurs, de production d'hydrogène vers de l'électrolyse, c'est aussi un moyen d'éviter la production de gaz à effet de serre sur ce vecteur-là. Et donc, c'est en chiffrant ces différents éléments-là qu'on arrive à ce scénario. Alors, c'est une première vision. On a également d'autres scénarios. On a des scénarios plus hauts et plus bas. Le premier, c'est le scénario sobriété que je vais vous détailler un petit peu derrière, sur lequel on chiffre le résultat d'actions de sobriété énergétique et on évalue leur impact sur la consommation. Et un second scénario qui est sur la réindustrialisation. Et donc sur le scénario de réindustrialisation, on a relocalisation industrielle, on a des effets également qui sont plus importants en termes de consommation. Donc l'objectif de ces scénarios de consommation, encore une fois, c'est d'éclairer le chemin des possibles sur ces différents horizons. Le choix au final sera une combinaison de ces différents paramètres pour pouvoir assurer un chemin qui soit acceptable. Le slide suivant, pour détailler un petit peu plus la partie sobriété et efficacité énergétique, ce slide-là, en fait, il vient montrer l'impact des différents aspects du point de vue du secteur électrique. Donc, on a dit, entre aujourd'hui et l'horizon 2050, on a une augmentation de 35% qui nous mène au milieu sur une trajectoire à 645 TWh.
Si on ne réalise pas d'efficacité énergétique, la consommation équivalente sur le système électrique serait beaucoup plus élevée, de 200 TWh supplémentaires. Donc les enjeux d'efficacité énergétique sont un enjeu d'ordre 1 pour pouvoir baisser les consommations et assurer cette transition. Les grands leviers qu'on a dedans, c'est la réduction de la consommation unitaire des équipements, qu'on peut voir au travers notamment de toutes les normes, notamment sur les produits blancs, et la mise en œuvre des politiques volontaristes dont je vous parlais tout à l'heure, sur la rénovation des bâtiments, sur les nouveaux bâtiments également, et puis sur la transformation sur les technologies de production de chaleur, autrement dit la pompe à chaleur, qui a un coefficient de performance de l'ordre de 2,5, 3, là où un chauffage direct électrique ou gaz a un ordre de grandeur de l'ordre de 100%. C'est donc encore une fois 2,5 fois à 3 fois plus efficace. Sur les enjeux de sobriété, alors on a détaillé les actions sur les 4 secteurs et on a derrière, pour atteindre ces 90 TWh d'économie liées à la sobriété sur les comportements, différents types d'actions. Donc on a un ordre de grandeur qui est de l'ordre d'un quart entre les différents secteurs. Sur le secteur résidentiel, l'enjeu principal qu'on voit, c'est la capacité à recohabiter. Alors voilà le détail des différents scénarios. Donc, autrement dit, augmenter le nombre de personnes par ménage, c'est une situation qui est assez contre-tendancielle avec ce qu'on voit actuellement. On a actuellement, de ce côté-là, une tendance qui est actuellement de l'ordre de 2,10 personnes par foyer, et la tendance est plutôt à la baisse, donc on tendrait plutôt à redescendre vers 2. Si on retourne à des horizons comme ce qu'on a pu vivre précédemment, à 2,3, 2,4 personnes par foyer, ça permet d'économiser en fait du logement, et économiser du logement, c'est de la production de chaleur qui n'est pas à réaliser notamment, et donc le gain qu'on peut voir derrière, alors non, je préférerais qu'on revienne sur le slide précédent, voilà, ça fait de l'ordre de 10 TWh. Donc je détaille celui-là parce que c'est quand même un levier qui est majeur, et c'est pas un levier qui est lié directement à mon comportement, mes usages, comment est-ce que moi je choisis de baisser ma température. Alors bien sûr, si je choisis de baisser ma température, ça a aussi un impact important. Donc on voit ici sur le chauffage résidentiel, une baisse de 1 degré, ça a un impact de l'ordre de 4 TWh sur la consommation France. Idem sur la consommation en eau chaude, on a des impacts qui sont quand même assez majeurs. Sur les autres secteurs, le recours au télétravail sur le tertiaire. Alors le télétravail, on va dire d'un point de vue organisationnel, quelque chose qui est mis en place sur un temps assez long et sur lequel les gens ont une capacité à l'appréhender, ça vient diminuer le besoin, encore une fois, de surface tertiaire. C'est bien en limitant ce besoin-là qu'on a une capacité de diminuer au maximum le besoin de chauffage. Et donc on diminue d'un ordre de grandeur de 10 TWh, encore une fois, la consommation de chauffage. Sur les transports, donc dans les leviers qu'on a pu évaluer, c'est la réduction des déplacements individuels en voiture et le déplacement vers le covoiturage, qui a un effet important, voilà, qu'on chiffre également de l'ordre de 10 TWh. Et on a également chiffré des choses sur l'industrie, avec l'impact d'avoir recours à une consommation qui est moins transformée, donc moins d'usage dans les industries agroalimentaires, qui offre à peu près le même type, qui offre un levier quand même moins élevé, de l'ordre de 5 TWh de consommation électrique. Voilà, d'autres éléments également sur les engrais, sur l'économie circulaire, la diminution des emballages, de la publicité et le recours aux matériaux biosourcés dans la construction. Pardon. Pour avancer, le pendant de ce scénario-là, sur la sobriété, on a également effectué un scénario sur la réindustrialisation. La réindustrialisation, ce n'est pas le retour aux années 50-60 avec une part de l'industrie dans le PIB à 18%. C'est une réindustrialisation qui est mesurée, qui est ciblée sur des secteurs sur lesquels il y a de la relocalisation qui est nécessaire, voilà, tels que notamment sur des secteurs qui ont été jugés stratégiques, hein, donc notamment sur le secteur électrique, électronique, sur l'agroalimentaire, sur la pharmacie notamment. Voilà. Et donc ce scénario-là, lui,
table sur une augmentation de la consommation plus importante, avec plus de 100 TWh de plus par rapport à l'actuelle, avec une consommation qui a 755 TWh à horizon 2050. On peut le voir. Alors attendez, hop, on passe le slide d'après. Encore. Voilà, 755 TWh à horizon 2050. Ce que l'on peut dire à partir de ça, c'est que agir sur la consommation grâce à l'efficacité énergétique, voire la sobriété, est indispensable pour atteindre les objectifs climatiques. Que la consommation d'énergie va baisser, mais celle d'électricité va augmenter pour se substituer aux énergies fossiles. Et que accélérer la réindustrialisation du pays, via un scénario de réindustrialisation, ça vient augmenter les émissions et la consommation au niveau France. Par contre, ça réduit l'empreinte carbone, parce que ça vient se substituer à des industries qui vont être dans des pays qui auront des normes ou des conditions environnementales qui vont être potentiellement différentes. Donc voilà pour cette première partie sur la consommation. On va passer tout de suite à la partie transformation du mix, qui doit être 5 slides plus loin pour vous, je pense. Voilà. Pour vous parler des scénarios de production. Donc RTE, on peut continuer. Allons-y, allons-y. Encore. Voilà, transformation du mix. Donc la question à partir de là, de ces 3 scénarios de consommation, c'est d'essayer de définir comment est-ce qu'on y répond du point de vue de la production électrique. Donc pour ce faire, RTE a évalué 6 scénarios de production, 3 scénarios qui sont 100% renouvelables entre 2050 et 2060, qui sont les scénarios M, que je viendrai vous détailler un petit peu plus tard. Une vision peut-être, pour vous dire tout de suite, M0, qui est une vision accélérée, dans laquelle on suit les trajectoires qui étaient définies de 50%, alors qui sont caduques désormais, mais de 50% au maximum de nucléaire à horizon. Enfin voilà. Donc ça fait 12 réacteurs plus Fessenheim qui sont déclassés à cet horizon-là. Et on arrive à une neutralité carbone à horizon 2050, et pour ce faire, et un scénario 100% renouvelable à horizon 2050, pour ce faire, ça nécessite de développer les énergies dans des proportions accélérées également et importantes. 2 scénarios ensuite, un scénario avec des énergies, des ENR réparties et diffuses, une part du solaire plus importante, 50% des maisons résidentielles avec des panneaux solaires à cet horizon-là. Et un scénario M23 plutôt orienté vers des grands parcs, donc plus de proportions, notamment en proportion de grands parcs solaires, d'éoliens offshore également, et puis d'éoliens sur Terre. Et puis 3 scénarios avec un développement de nouveaux parcs nucléaires, et c'est donc ces scénarios viennent différencier en fait différents niveaux de construction que je vais vous détailler juste après. Si on peut passer, voilà. Et donc, on a détaillé donc des scénarios entre N1 et N03. Alors, pour vous présenter, on vous présente en fait ici sur le graphique la vitesse de construction des différentes tranches nucléaires, et en comparaison, on a mis le rythme historique de mise en service des capacités nucléaires tel qu'elle a été réalisée pour le palier N2 entre 1978 et 2002. Et on voit que le scénario, même le scénario le plus élevé qui arrive à 50% de nucléaire à horizon 2050, dans tous les cas, voilà, ne dépasse pas ce niveau de 50%, et que la vitesse d'arrivée des centrales nucléaires ici est inférieure à l'horizon historique. Ces hypothèses-là, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas des hypothèses que RTE a pris seul, c'est des hypothèses qui ont été concertées avec la filière, et c'est des hypothèses qui, au moment de la réalisation de ces scénarios-là, constituaient la vision la plus élevée de ce que la filière industrielle disait être en capacité de réaliser à cet horizon. Voilà. Et donc, pour séparer donc, ces différents scénarios, les scénarios N1, on est sur la poursuite des éléments qu'on a pu entendre, notamment dans le discours de Belfort, avec 6 EPR construits entre 2035 et, 2045, et une prolongation de la tendance ensuite sur 2050. Et dans le scénario N03, on a la vision maximaliste, avec 14 EPR construits entre 2035 et 2050,
et également un certain nombre de SMR, qui sont des réacteurs de plus petite puissance, plus modulaires, également réalisés. C'est comme ça qu'on fait le delta en fait, entre le scénario N2 et le scénario N03 par la production de ces petits réacteurs modulaires. Voilà. Et on constate en fait finalement, au vu des échanges qu'on a pu avoir avec la filière, que dans ces scénarios-là, quoi qu'il en soit, même dans le scénario le plus élevé, c'est bien les énergies renouvelables qui constituent la moitié du parc de production électrique, voire la majorité dans les autres scénarios. Et on voit également que le nucléaire arrive à partir de l'horizon 2035. Autrement dit, les horizons de développement avant, l'horizon 2030, c'est essentiellement au travers du développement des énergies renouvelables que se fait le développement des capacités et l'assurance de la sécurité d'alimentation sur le système électrique. Alors peut-être pour dire un mot ensuite voilà, sur les scénarios 100% ENR, eux aussi recouvrent un certain nombre de challenges, en bon français. Notamment voilà, le fait que le rythme nécessaire pour développer les énergies renouvelables dans ces trois scénarios est plus élevé que celui des pays les plus volontaristes en rythme historique. Alors certes, on a une croissance quand même des vitesses d'installation en France. Ça reste quand même, d'un point de vue de rythme nécessaire et en termes de développement, quelque chose de très important et qui doit être réalisé de manière combinée sur toutes les énergies renouvelables en même temps. Voilà. Donc ça vient poser quand même un certain nombre de questions sur la faisabilité, sur la difficulté de ces différents scénarios. C'est quelque chose que je vais développer après, hein. J'ai un slide derrière qui vient résumer de manière un peu graphique les difficultés qui se posent dans les différents types de scénarios. Là, je dis à peu près la même chose. Hein. C'était voilà, pour montrer encore une fois l'horizon de production entre les énergies renouvelables que vous voyez en vert dans les différents scénarios et l'évolution dans le temps selon ces différents scénarios-là, avec une part des énergies renouvelables qui est à 100% dans les scénarios M et qui, dans les scénarios N, varie entre 50 et 74%. Alors, je vais jeter un petit coup d'œil à l'heure. 58. Ah, il va falloir que j'accélère. J'ai le droit à combien de temps encore, Eric? Vous me ferez un... D'accord. Non, mais il faut qu'on puisse éventuellement échanger quand même. Hein. Je pense que c'est aussi important de pouvoir échanger avec vous. Je voudrais passer quand même sur le point économique quand même pour vous donner quelques éléments. Un point sur, voilà, sur les aspects sobriété. La sobriété, en fait, ça permet de diminuer la taille totale du parc. C'est valable en termes voilà, de volume d'investissement. C'est également la même chose en termes financiers. Les enjeux de sobriété, ça permet de relâcher la contrainte sur un certain nombre de choses et sur le développement des différents types d'énergie. Voilà. En termes de rendu, donc atteindre la neutralité carbone en 2050 est impossible sans un développement significatif des énergies renouvelables. Mais se passer de nouveaux réacteurs nucléaires implique des rythmes de développement des énergies renouvelables plus rapides que ceux des pays européens les plus dynamiques. Voilà la synthèse des différentes slides que je viens vous passer. Je vais vous faire rapidement quelques mots sur l'économie. Je vous dirai ensuite un slide conclusif. Mais donc, et pour en venir après aux questions, sur les aspects coûts, ce que l'on compare là, c'est le coût de l'installation du parc de production. Et donc, on voit au premier ordre qu'on a des coûts qui sont relativement comparables entre ces différents scénarios-là, que ce soit les scénarios 100% ENR ou que ce soit les scénarios avec une part plus ou moins importante de nucléaire. On voit d'ailleurs dans ce cas-là que le scénario M23, qui est le scénario avec des grands parcs qui bénéficient d'effets d'échelle, est plus économique. Après, au-delà de ça, il y a d'autres coûts qui sont à ajouter, notamment le coût de la flexibilité. La flexibilité, c'est la capacité que RTE aura à gérer le système électrique dans chacun des instants. Comment on fait, notamment quand les énergies renouvelables ne seront notamment pas disponibles. Il faut pouvoir faire appel à ce moment-là à des moyens flexibles supplémentaires qui sont sur le slide d'après. Voilà. Et l'écart entre les scénarios ici se crée
Parce que dans les scénarios qui bénéficient du nucléaire, le nucléaire fournit cette flexibilité de manière intrinsèque. Donc le coût supplémentaire pour développer des flexibilités est plus limité dans les scénarios N que dans les scénarios M. Si on continue ensuite, on va rajouter, pour avoir l'ensemble du coût complet des différents scénarios, on voit que en ajoutant les coûts de réseau, on reste sur le même type de tendance, même si les coûts sont un petit peu plus élevés, notamment dans le scénario MA avec des énergies renouvelables réparties. Ce que l'on voit en termes de résultats de ce calcul-là, c'est qu'on a des scénarios avec des proportions d'énergie renouvelable qui sont un peu plus chères que des scénarios dans lesquels il y a une part du nucléaire. Le premier élément qu'on peut quand même dire en sortant de ce graphique, c'est qu'il n'y a pas un facteur 2 entre les différents scénarios. On est dans tous les cas dans des évolutions qui, au vu de l'évolution de la société, restent économiquement acceptables. C'est donc un choix qui est en premier politique, également sur les autres types d'évaluation, mais pas uniquement sur le critère économique. On voit que l'augmentation du coût entre ces différents scénarios-là, elle est comprise entre de l'ordre de 0 et de l'ordre de plus 20-30% entre les différents scénarios, avec une moyenne à plus 15%. Cette augmentation-là, elle reste quand même mesurée au vu de l'évolution qui a réalisée sur le système électrique. L'autre point qu'on a réalisé, c'était de se demander finalement si ces scénarios, derrière, il y avait des hypothèses qui étaient en capacité de les faire varier. Et donc sur ces éléments-là, on a fait des variations sur le coût d'installation du nucléaire, sur le coût d'installation des énergies renouvelables, sur un certain nombre d'autres paramètres. On voit que ces scénarios, ces écarts-là, ils sont quand même relativement robustes. Il y a un paramètre qui a un impact important et qui vient rééquilibrer notamment, alors par exemple si on prend deux scénarios qui ont à peu près de l'ordre de 10 milliards d'euros d'écart, c'est le M23 et le N2, on prend ici des coûts d'actualisation, c'est-à-dire des coûts de financement qui sont équivalents selon l'ensemble des filières. Si jamais il y avait une disproportion importante entre ces coûts de financement entre les différentes filières, par exemple, si le coût de financement du nucléaire passait à 7% au lieu de 4% dans l'ensemble des scénarios ici, on aurait un rééquilibrage des scénarios, on viendrait gommer l'écart qu'on a entre ces scénarios. Voilà pour la partie économique. C'est à peu près tout ce que j'ai à en dire. Voilà. Alors aussi les messages, donc construire de nouveaux réacteurs nucléaires est pertinent du point de vue économique, a fortiori quand ça permet de conserver un parc d'une quarantaine de gigawatts flexible. Les énergies renouvelables électriques sont devenues des solutions compétitives, plus compétitives que le nucléaire en termes de coûts de production. C'est d'autant plus marqué dans le cas de grands parcs solaires et éoliens à terre et en mer. Et puis, les moyens de pilotage dont le système a besoin pour garantir la sécurité d'approvisionnement sont différents selon les scénarios. Et lorsque on a un besoin de stockage important dans les scénarios 100% renouvelables, il faut s'asseoir sur des nouveaux moyens comme des centrales thermiques décarbonées, hydrogène en gros, enfin, il y a d'autres leviers, mais principalement hydrogène. Et ce coût supplémentaire vient, voilà, a un impact sur le coût total. Je vais passer les slides suivants. Un slide peut-être particulier qui est le slide 53, qui est sur les réseaux. Voilà, donc si vous pouvez passer, on continue. Allons-y, allons-y, allons-y. Voilà, celui-là, c'était le précédent. Je vous parlerai de celui-là aussi. Donc sur les réseaux, dans tous les cas, on a un système électrique qui est 35% plus gros. Donc il faut que les réseaux soient également dimensionnés pour pouvoir le réaliser. Il y a un horizon 2035 au travers du SDDR qui est déjà un horizon de croissance. Les horizons 2050 sont encore plus importants, d'autant plus importants que le volume d'énergie renouvelable à intégrer est important. Voilà. Le slide d'après vous montre quand même les difficultés qu'on peut avoir selon les différents scénarios. Si on peut passer. Hop là, nous y voilà. C'est à voir de très loin en fait, faut pas le prendre en regardant chacun des carrés. Plus c'est rouge, plus ça veut dire que le scénario est difficile.
Et à gauche, vous avez la facteur explicatif. Autrement dit, sur les scénarios à forte proportion d'énergie renouvelable, les enjeux ils vont être sur les enjeux d'accélération, d'acceptabilité également, de compensation des énergies renouvelables par d'autres moyens flexibles, d'évolution du réseau de transport. Et sur les scénarios nucléaires, notamment le scénario N03, il y a beaucoup d'enjeux qui vont se jouer autour de la sûreté, de la capacité à prolonger les réacteurs jusqu'à 60 ans, voire certains au-delà, et la capacité industrielle à poursuivre la mise en œuvre des réacteurs telles qu'elles sont définies dans les scénarios. Voilà. Je vais juste donner un mot. Alors le reste, je vais vous le faire à l'oral directement, hein, juste pour dire que dans ces scénarios-là, on a quand même un aspect important qui est la relocalisation en France des moyens de production. Autrement dit, on est moins exposé à des variations de prix des matières premières, que ce soit le pétrole et le gaz. Donc on a un système qui, de ce côté-là, bénéficie d'une forme de résilience. Et puis, alors, je vais passer sur les évaluations environnementales. Ce qu'on dit, c'est qu'en termes notamment d'artificialisation des sols, ça reste relativement limité. Voilà. Et pour venir juste sur le point final, c'est que l'atteinte de ces objectifs, l'horizon 2050 du point de vue du système électrique, c'est un horizon qui est quand même relativement court et que l'enjeu, c'est d'accélérer maintenant sur ces différentes filières, sur les énergies renouvelables, selon le choix qui est réalisé d'ailleurs dans les scénarios. Les horizons court terme, dans tous les cas, c'est les énergies renouvelables qui sont en capacité de permettre d'assurer le développement du système électrique sur les horizons 2030. Voilà. On va s'arrêter là. Et donc, si vous avez des questions, je suis à vous. Est-ce que vous me permettez de vous prendre en photo pour mon reporting? J'en profite. Oui. Vous voulez prendre la photo d'abord ou la question d'abord? Bonjour, donc Nicolas Barla, conseiller métropolitain. Ma question, c'est votre rapport et vos scénarios se sont parus il y a à peu près 1 an et demi, en octobre 2021. Donc depuis, il s'est passé un certain nombre de choses. Si aujourd'hui vous deviez faire une mise à jour de ces scénarios, qu'est-ce que vous changeriez? Une deuxième question, c'est vous avez prévu de faire une variante mondialisation contrariée, notamment pour modéliser ce qui se passerait en cas de tensions géopolitiques, par exemple avec la Russie, voire la Chine. Je dis ça, je dis rien. Voilà, est-ce que vous avez avancé dessus et quand est-ce que ce serait publié ou est-ce que vous avez des infos en avant-première là-dessus? Alors, hélas, je vais fortement vous décevoir. Je ne vais pas avoir de scoop pour aujourd'hui sur ce sujet-là. Dans tous les cas, s'il y a une chose qui me semble importante dans ces scénarios-là, c'est bien de dire que l'enjeu, c'était d'éclairer le plus large possible sur ce qui était faisable. C'est-à-dire que je pense que l'enjeu principal des scénarios, qui était d'éclairer les enjeux de sobriété, d'éclairer les enjeux de réindustrialisation d'un côté sur la consommation, et puis des mix qui soient le plus variés possible sur les aspects production, je pense que ces enjeux-là, en fait, ils restent relativement valables actuellement. Alors je suis d'accord que cet hiver a montré que les enjeux de sobriété étaient particuliers. Je ne suis pas sûr que je comparerais exactement une sobriété à horizon 2050 organisée et ce qui a été réalisé cet hiver de manière à assurer la sécurité d'alimentation. Je pense qu'on ne parle pas tout à fait des mêmes choses, il y a des enjeux qui sont différents, enfin voilà. Donc je pense que, voilà, sur la définition des scénarios, je pense qu'on resterait sur quelque chose de relativement similaire. Sur les aspects mondialisation contrariée, il y aura des impacts derrière importants en termes de souveraineté sur différentes filières, en termes de disponibilité de certains matériaux. Je ne sais pas vous dire actuellement comment est-ce que tout ça est en train d'être modélisé. Bonsoir, merci pour votre exposé. On voit que les coûts de transport de distribution dans vos 6 scénarios sont équivalents.
Moi, j'ai une question sur vos lignes de transport au-dessus de 800 000 volts, hein, les THT. Quel est le taux de renouvellement aujourd'hui de vos réseaux qui datent, qui ont tous 40 ou 50 ans, hein, qui Plus doivent, même. certainement plus, et qui doivent commencer à vieillir sérieusement? Alors ça, c'est pas un sujet directement au sein de Futur Énergétique 2050, même si c'est bien quelque chose qu'on prend en compte hein, derrière dans les évolutions. C'est des choses qu'on voit déjà à court terme en fait, hein, actuellement. On voit que une partie du réseau, c'est quelque chose qui a été développé dans le schéma décennal de développement du réseau. Là, on a quelque chose finalement qui est centré sur l'ensemble du système énergétique, même s'il y a bien un volet réseau dedans. On a également des rapports dont le prochain sortira au courant 2024 sur des horizons un peu plus courts qui parlent vraiment de la structure du réseau. On sait que les enjeux de renouvellement du réseau vont être importants dans l'ensemble des territoires. Après, il y a différents types de leviers qui sont en œuvre maintenant, qui permettent, comme je disais, d'optimiser l'empreinte du système électrique. On a actuellement des leviers qui nous permettent de diminuer cette empreinte. Oui ? Aujourd'hui, le taux ? Bah là, actuellement, enfin, je peux vous donner des chiffres en termes d'investissement. Actuellement, de renouvellement 400 000, enfin, le 400 000, pour l'instant, il n'est pas encore en renouvellement. On sait qu'on a, en fait, on a à horizon 2050 certaines zones qui vont être contraintes, sur lesquelles on va plutôt développer du réseau. Les enjeux de renouvellement, ils sont plutôt sur des réseaux qui sont plutôt un peu plus basse tension. Ouais, déjà le 225 et le 63 000. 400 000 volts a été développé quand même un peu plus tard. C'est pas l'horizon court terme. Ça ne dit pas qu'il y a des lignes sur lesquelles c'est pas le cas. Le gros du volume pour l'instant de ce qu'on voit en renouvellement, c'est plutôt sur les autres niveaux de tension. Voilà. Mais c'est quelque chose qui est anticipé dans ces scénarios et qu'on voit clairement aujourd'hui en termes d'ingénierie. Hein. On a une partie de nos équipes qui sont dédiées à ces activités-là. En termes de solutions, juste pour revenir sur ce que je disais, c'est que notamment sur le 63 000 volts, on peut avoir des capacités maintenant, selon la ligne, selon ce qui est réalisé, à diminuer l'empreinte visuelle, par exemple en enterrant certaines lignes. On a, pour développer les énergies renouvelables, au travers du numérique, des capacités pour éviter des investissements. Ça revient juste à dire qu'on a la même infrastructure, on l'utilise plus juste. Donc voilà, l'enjeu pour nous, c'est ça actuellement. Moi, j'avais deux questions. La première, c'est, vous avez des postulats sur les évolutions sociétales. Et notamment, quand je voyais sur vos slides écrit consommation d'une alimentation moins transformée, c'est vraiment faire abstraction des lobbying de l'industrie agroalimentaire qui sont tellement présents que de toute façon, on mettra des lustres avant d'arriver à ça et on sera quelques happy few à manger nos salades qu'on aura achetées au marché. Voilà, mais bon, je pense que pour le coup, il y avait d'autres items qui faisaient référence aussi à un autre mode de vie que je trouve très vertueux, très intéressant et que je partage, mais qui vont mettre un temps à s'installer pour l'ensemble de la société. Donc, bon, est-ce qu'on sera dans les temps? Ça, c'est encore autre chose. Ça, c'est plutôt une remarque plus qu'une question. Et puis, quelque chose que je n'ai pas très bien compris, c'est la taille unitaire des ménages dont vous parlez, le passage de 2,3 à 2,9, ou quelque chose comme ça. Comment vous procédez à cette multiplication des ménages? Derrière, en fait, alors c'est de mémoire, on doit être à 2,2 actuellement. La tendance qu'on a dans notre scénario de base à 2050, c'est 2. Et dans le scénario de recohabitation, on doit être entre 2,3 et 2,4 de mémoire. Peut-être que... voilà. Donc c'est quand même un peu plus élevé qu'actuellement, mais enfin, c'est une transformation sociétale. Alors, il y a des choses qui peuvent être faisables au travers de l'habitat partagé, voilà. Mais encore une fois, il y a des questions de normes à réaliser au travers de ça. Pour dire les choses simplement, par exemple en Suisse, quand vous avez une maison avec plusieurs logements, il y a une partie des espaces qui sont mutualisés, notamment la buanderie. Bon, pour l'instant en France, c'est pas exactement la façon dont ça fonctionne, c'est une première chose. Et puis il y a des choses aussi de cohabitation intergénérationnelle, notamment, qui peuvent se mettre en œuvre. Voilà un peu le type de choses qu'on peut évoquer. Après, comme vous le disiez, c'est en effet des changements sociétaux importants. C'est valable pour
tous les éléments qu'on met en œuvre dans le cadre de nos scénarios de sobriété. Là-dessus, on a une approche qui est un peu peut-être en train d'évoluer sur ce sujet-là, mais qui est bien d'expliciter au maximum l'impact en termes énergétiques, qui est notre domaine, d'action qu'on voit. Ce n'est pas à nous derrière de décider ce qui est portable ou pas. Par contre, notre rôle à nous, c'est bien d'éclairer ces choix-là au maximum, de manière à ce qu'ils soient faits de manière consciente et objective. Je vous donne le micro. Allez-y. Peut-être pour reprendre deux questions, une question, c'est quand même un exercice très difficile quand même, finalement, parce que c'est des scénarios qui sont des mélanges de beaucoup de choses techniques, mais quand même aussi de choses politiques. Et donc, ils ont été établis à un moment, comme c'était la première question, hein, finalement, et puis il y a eu des annonces comme ça qui ont beaucoup transformé la position au public général. Hein. Et donc, ça interroge, par exemple, de choses. On parlait du logement. Je sais pas, il m'a semblé que beaucoup de gens disaient, après le confinement, il faut qu'il y ait plus d'espace quand même. Donc c'est compliqué, parce que c'est le contraire de ce que vous dites. Et puis vous dites l'industrie, bon, 18, on va pas revenir aux années 60, hein, donc on va pas revenir à 18%. Mais pourquoi pas? Donc, parce que ça, par exemple, typiquement, ça fait partie du débat public, du débat politique. Et là, on peut avoir des opinions radicalement différentes. Et donc ma question, en fait, c'est, à votre avis, vos scénarios, ils sont très sensibles au débat politique ou bien ils sont très robustes techniquement? Moi, je vais répondre clairement sur la partie technique. Hein. Je pense que ma réponse va être la même que celle à M. Barla. Notre objectif derrière, c'est d'éclairer des choix qui peuvent être réalisés au travers de ces différents chemins. Le fait, alors, on considère, je pense que, enfin voilà, dans tout scénario, on peut considérer qu'il y a des paramètres qui sont qu'on a poussés au maximum des curseurs et que certains vont considérer qu'on n'est pas allé au bout. Déjà, refaire revenir la part du PIB à 12% en termes industriels à horizon 2050, c'est déjà relativement ambitieux. Je ne peux pas mettre ma main à couper à titre personnel ou celle de mon chef pour dire qu'on sera à capacité de le réaliser ou pas. Mais et peut-être que l'avenir nous dira et qu'on fera plus. Mais il faut voir que, enfin voilà, à l'horizon en 1960-1950, la grande majorité de la production, elle était réalisée en interne en France, y compris sur des choses qu'on considère maintenant comme, enfin voilà, qui sont importées et qui vont être quand même difficiles à tenir d'un point de vue équilibre économique. Après, peut-être que les choses changeront à cet horizon-là. Voilà, la prévision est difficile, surtout quand il s'agit du futur. Non, c'est ça l'adage. Mon côté terrain me fait dire que quand vous augmentez de 35%, la question c'est où on trouve le cuivre, quoi. Et est-ce que vous l'avez rentré dans vos scénarios? Parce qu'à un moment donné, il faut quand même se poser la question. Moi, je ne connais pas le cuivristan, comme dirait mon collègue. Donc, je ne sais pas. Alors c'est une question qui est très pertinente, sur laquelle j'ai hélas pas pu élaborer tout à l'heure. On a bien une évaluation sur la criticité des matériaux, et comme vous le dites, le cuivre, pour nous, est la matière la plus critique. C'est pas du tout, alors c'est certainement pas les terres rares, c'est un peu le lithium, mais pas nécessairement. Mais les premiers, ça reste le cuivre et l'aluminium en fait. Sachant que en fait, donc nous, on utilise quand même de moins en moins de cuivre. On a des évolutions technologiques qui font qu'actuellement, on a des câbles qui sont réalisés quand même beaucoup plus en aluminium qu'en cuivre. Comment? Il y a aussi de la tension sur l'aluminium, moins quand même en termes de coût. C'est pas tout à fait les mêmes, mais enfin, c'est clairement les deux premiers enjeux qu'on a cités en termes de criticité des matériaux. Hein. Voilà. Donc on est pleinement au fait de ce sujet-là. Voilà. Ah, de quoi? Hop. Ça sonne. C'est bon. Merci à vous.
Merci. Est-ce que vous... Oui, c'est tout bon. Oui, savoir si la présentation est disponible et on peut la transmettre aux élus. Très bien. Un grand merci à vous. Hop. Du coup, j'enchaîne de suite. Un petit mot introductif, mais pas long.